va pouvoir du coup proposer aux autres intervenants de cette deuxième partie de session de te rejoindre pour quelques questions. Pas mal de questions et je vais commencer moi par en poser une avant de passer la parole à Nathalie pour Sylvain. Donc effectivement, tout le monde trouve ça a priori intéressant, cette application, mettre une solution facilement accessible dans les mains d'éleveurs avec plaisir. Mais comme je le disais à la fin de ton intervention, la question de l'échantillonnage, la question des références et la relativité des références, que ce soit des références a priori ou des références propres à l'élevage, et encore le caractère relativement potentiellement subjectif de l'interprétation des résultats en fonction de l'expertise propre de l'éleveur et de sa relation aux animaux, se pose. Est-ce qu'il y a quelques éléments de réponse à ce sujet? Je pense que la première réponse qu'on peut apporter, c'est de dire qu'Eben a été conçu à l'origine comme un outil de progrès. Donc, effectivement, il y a une subjectivité, alors qu'on essaye à travers la méthode, à travers l'accompagnement, le balisage qu'on propose à l'éleveur, on va essayer de réduire cette subjectivité. Maintenant, il reste forcément cette appréciation, puisqu'entre ce qu'on enregistre et puis l'animal, il y a un œil humain, il y a un cerveau qui interprète. Voilà. Donc, effectivement, on n'est pas sur des technos qui permettent d'objectiver, y compris ces points-là, bien ou mal d'ailleurs, parce qu'on a vu que ce n'était pas forcément non plus la panacée. On est sur quelque chose qui fait confiance à l'éleveur sur sa manière d'évaluer. Et comme les résultats qui remontent sont utilisés par lui-même pour progresser, pour se comparer, il n'y a pas nécessairement un souci là-dessus. Si demain ça devient un outil d'audit, qu'est-ce qui va se passer? C'est un auditeur qui va prendre l'outil en main, c'est plus l'éleveur. Et l'auditeur va apprécier suivant son référentiel. Et voilà, donc effectivement, cette question de la référence, elle se base sur le fait que l'utilisateur joue le jeu, est homogène dans le temps, dans la manière de reproduire son observation. On a essayé de caler, j'évoquais tout à l'heure, des utilisateurs qualifiés, ce qu'on appelle qualifiés, donc c'est des gens qui sont alors, on est plutôt sur un public de techniciens, vétérinaires, des gens qui sont passés par des formations et pour lesquels on a insisté sur les points d'observation majeurs et les points clés. Donc, ces utilisateurs-là sont a priori un petit peu plus, peut-être un peu plus pertinents que les autres encore dans leurs résultats, dans les remontées. Après, effectivement, c'est lié à l'exploitation. Alors, sur une exploitation collective, il y aura effectivement à être vigilant sur ces points-là pour tenir compte du fait que d'un éleveur à l'autre, d'un observateur à l'autre, il peut y avoir de la variation. Ouais. Sur l'échantillonnage, on doit prendre tous les animaux, se concentrer sur un échantillon. Alors ça, la méthode le définit, c'est-à-dire elle va indiquer, elle indique à l'utilisateur de l'application justement quel permet le périmètre d'observation au moment, à l'étape où il se trouve. Très bien. Nathalie, d'autres questions peut-être pour Sylvain? Oui, il y avait une question sur la diffusion de l'outil Eben et notamment à l'international. En fait, comment se passe l'internationalisation de cet outil Eben par le canal des organisations de recherche, d'éleveurs, de clusters, d'innovation? Est-ce qu'il y a une internationalisation? Alors, comme je l'avais indiqué, hein, donc on a signé un contrat avec le laboratoire Seva il y a un an et demi maintenant. On a un bon partenariat. Seva a des clients dans un certain nombre de pays internationaux. Donc, c'était l'intérêt de s'associer avec un laboratoire comme Seva, c'est son déploiement international. Seva travaille avec un certain nombre de clients qui sont plutôt de type organisation de production, hein, intégrateurs. Et donc, c'est Seva qui va sensibiliser ces clients-là sur l'existence d'une méthode de mesure du bien-être, sur ses bénéfices. Et donc aujourd'hui, on a complètement délégué à ce laboratoire, même si on travaille étroitement. Les formations, c'est l'Italie qui continue de les assurer, mais la prospection des cibles potentielles, c'est Seva c'est Seva qui le réalise aujourd'hui. Et donc la réalité, donc je peut-être pas trop en dire par rapport au déploiement, puisque je préfère que ce soit Seva qui l'annonce, mais il y a trois pistes européennes assez bien avancées, et puis une piste asiatique bon, c'est probablement des choses qui, voilà, dans les 6 à 12 mois, vont se confirmer pas à pas.
D'autres questions, Nathalie? Oui, une question pour Vincent Gauthier sur l'utilisation en fait de l'outil. Au final, quelle suite est donnée à l'utilisation de cette automatique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une prise en compte au final de la détection d'animaux qui ne seraient pas bien étourdis? Oui, oui, tout à fait, hein. Le but, c'est pour ça que je vous parlais de notion de temps réel, c'est que dès qu'on détecte un signe de conscience chez un animal, on alerte l'opérateur pour qu'il fasse ce qu'on appelle une reprise d'étourdissement. Donc, soit par ce qu'on appelle un matador, soit par une pince électrique, pour être sûr que l'animal en question n'ait plus de souffrance. Et donc, il y a un deuxième objectif aussi, c'est de pouvoir remonter de la statistique qui soit systématique sur tous les animaux et non plus un simple échantillonnage comme c'est fait aujourd'hui. Je crois qu'il y a des obligations du RPA, responsable protection animale, qui doit passer une demi-heure par jour sur la ligne d'abattage pour faire des relevés. Là, il n'aura plus besoin de le faire parce qu'il aura l'information sur 100% de ses animaux. Parfait. Merci beaucoup, Vincent. Nathalie, est-ce que tu as une dernière question pour Michel? Alors, pas forcément des questions, beaucoup de remarques, hein. Il y a eu beaucoup de réactions sur, sur l'intervention pour dire que, voilà, qu'elle arrivait à point nommé. Ce qui est signalé, c'est qu'en effet, il y a que la majorité des success stories se rapportent à des besoins évidents. Voilà, c'est ce qui a été publié déjà, et que le bien-être animal, c'est aussi un besoin qui est à faire en lien avec l'éleveur, avec la plus-value que peut tirer l'éleveur. Il y a juste une question là sur justement la remarque, enfin non, une remarque sur l'équation de la mesure en abattoir intègre la variable transport. Et effectivement, c'est une très bonne remarque, hein. C'est encore plus un intérêt, c'est-à-dire qu'on peut avoir des éléments sur l'élevage, mais aussi sur le maillon de transport jusqu'à l'abattage, qui est aussi un élément de la chaîne du bien-être. Et du coup, il y a des choses qui existent sur l'âge de la griffure, par exemple, sur l'animal. Si on a une griffure en fait qui est ancienne, cicatrisée, elle a plutôt eu tendance à être faite en élevage. Et si on a une griffure en fait très récente, elle a été faite plutôt en bouverie, donc juste avant l'abattage ou lors du transport. Donc c'est des éléments effectivement qui peuvent être analysés de façon automatique, hein, au niveau de l'abattoir. Avec quand même quelques limites à ça, c'est que du coup, on est dans une logique a posteriori et non pas a priori. C'est-à-dire qu'on ne prévient pas le mal-être a priori, mais on le constate a posteriori. C'est peut-être une des différences. Et du coup, on est interpellé là par l'un des participants sur voilà, quel signal on envoie à une organisation welfariste si on constate ça toujours a posteriori et qu'on n'évite pas le mal-être en amont. Le suivi des démarches de progrès, c'est-à-dire que en fait, si on est capable de prouver aussi que ça avance dans le bon sens, je prends un exemple, l'utilisation des antibiotiques, on est capable aujourd'hui, grâce au référentiel qu'on a, en fait, de dire que ça a diminué de 70 voire 80% en 15 ans. Si demain on est capable aussi sur des critères en fait très stables de dire bah voilà, avant on avait des animaux, il y avait 70% des animaux qui arrivaient qui avaient des nécroses de queue, donc je parle pour les cochons, et que dans 10 ans on est capable de dire il y a 5% des animaux qui ont des nécroses de queue, qui arrivent à l'abattoir qui ont des nécroses de queue, je veux dire c'est quand même une démarche de progrès pour l'ensemble de la filière et pas un cas individuel d'éleveur. Après il y a des choses qui sont à mettre en place et à faire en élevage pour ne pas arriver à ça. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je trouve que ça, voilà, ça conclut bien cette première session de ce matin, qui était dédiée, je le rappelle, à la question de l'évaluation du bien-être animal, donc les outils qui permettent d'évaluer le bien-être animal. Je vous propose qu'on se retrouve tout à l'heure à 14 h pour deux autres sessions. À la session 2 du bien-être animal à celui de l'éleveur. On va se poser aussi la question de voilà, comment l'éleveur peut agir et comment ça le soulage ou pas dans son activité. Et puis la session 3 sera tournée sur des questions un peu plus globales, les interactions avec les autres partenaires de la chaîne de valeur qu'on a commencé un peu à aborder là ce matin, et puis d'autres questions plus larges, plus globales, plus éthiques qui se posent aussi associées à l'introduction du numérique pour prendre en charge la question du bien-être animal. Donc merci à tous les intervenants ce matin.